Le deuxième chapitre consiste à étudier les caractères principaux de développement de quelques types fondamentaux. Alors, nous allons voir les amphibiens, l'œuf d'amphibien, la fécondation et la rotation de l'œuf, la segmentation, la gastrulation, la neurulation et l'évolution des feuillets après la neurulation. Alors, chez les amphibiens, on distingue les anoures qui n'ont pas de queue, comme la grenouille, les urodèles qui développent une queue, qui sont la salamandre, et les apodes qui n'ont pas de pattes. L'œuf d'amphibien, il est de type hétérolycite. Alors, il existe deux modèles d'études, les amphibiens urodèles qui gardent leur nageoire caudale toute leur vie, et le xénophe qui connaît une réduction de sa nageoire caudale. L'œuf est très volumineux, 1,5 mm de diamètre. La fécondation et le développement se passent dans l'eau. Les ovocytes d'œufs sont entourés de plusieurs enveloppes protectrices. La gangue gélatineuse commune, la gangue autour de chaque œuf qui constitue la coque, et le chorion étroitement accolé à la membrane cytoplasmique de l'ovocyte. Et ovocyte. Dans les ovaires, Alors voilà, ce sont les œufs d'un amphibien avec la présence d'une gangue gélatineuse qui les recouvre, voilà, et une gangue qui entoure chaque œuf à part. Alors l'œuf des amphibiens est de type hétérolycite, c'est-à-dire que la matière vitéline, elle est plus ou moins abondante et elle est répartie de façon inégale. Elle est très abondante au niveau du pôle végétatif et elle est peu abondante au niveau du pôle animal. Il possède un axe de symétrie qui passe par le pôle animal, sous lequel se trouve le noyau en métaphase 2. Alors là, ici, se trouve le noyau en métaphase 2, au sommet de l'hémisphère animal, et par le pôle végétatif, situé à l'opposé, au sommet de l'hémisphère végétatif. Alors, une pigmentation hétérogène peut être observée sur l'œuf. Il est clair dans son hémisphère végétatif et il est sombre dans son hémisphère animal. Une première tâche de maturation dépigmentée du pôle animal correspond au lieu d'expulsion du premier globule polaire ainsi que celui du deuxième globule polaire. Alors celle-là, c'est la tâche de maturation. À l'intérieur de l'œuf, deux gradients opposés sont mis en évidence. Le gradient vitellin, des plaques vitellines composées de plus de 80% de protéines, la lipovitéline et la phosphovitéline, le croissant du pôle animal, qui est croissant du pôle animal vers le pôle végétatif. Alors, le gradient vitellin, il est croissant du pôle animal vers le pôle végétatif. Le gradient ribosomal ou bien ribonucléoprotéique, il est croissant du pôle végétatif vers le pôle animal. C'est-à-dire que la matière vitéline, elle est peu abondante dans le pôle animal et très abondante dans le pôle végétatif. Par contre, la matière ribosomiale ou bien le cytoplasme, il est peu abondant dans le pôle végétatif et très abondant dans le pôle animal. Le cytoplasme cortical est pigmenté sous la membrane plasmique au niveau de l'hémisphère animal dans lequel s'effectue l'impact du spermatozoïde au moment de la fécondation. À la fécondation et la rotation de l'œuf, le spermatozoïde pénètre dans la gangue en 5 à 10 minutes. La pénétration a lieu au niveau du pôle animal de l'œuf vierge et on observe la formation d'une membrane de fécondation formée par une sécrétion des granules corticaux, lipidiques et protéiniques. On observe également l'expulsion du deuxième globule polaire car la mitose est déclenchée par l'entrée du spermatozoïde. Alors voilà le spermatozoïde, il va pénétrer à l'intérieur de l'ovocyte. Après pénétration, il va y avoir formation de ce qu'on appelle la traînée spermatique. C'est la région par laquelle le spermatozoïde a pénétré à l'intérieur de l'ovocyte. Alors, le noyau femelle haploïde au pronucléus femelle se rapporte
se porte à la rencontre du noyau spermatique ou bien pronucléus mâle en une aire plus profonde du cytoplasme. Le spermatozoïde entraîne du pigment dans le cytoplasme profond, formant la traînée spermatique. Celle-là, c'est la traînée spermatique. Voilà. C'est la région par laquelle le spermatozoïde a pénétré à l'intérieur de l'ovocyte et il a entraîné avec lui des pigments cytoplasmiques. Alors, l'amphimixie va se dérouler maintenant. Les deux noyaux vont se fusionner pour former le zygote ou bien l'œuf fécondé. Alors, après la fécondation, il va se produire un événement qui est appelé la rotation d'orientation. Elle se produit dès les 10 minutes qui suivent la rencontre de l'ovocyte avec le spermatozoïde. Alors, les ovocytes 2 n'ont pas d'orientation particulière, ils sont déposés de façon anarchique. Au moment de la rencontre des deux gamètes au niveau du pôle animal, il y a une réaction d'activation, l'exocytose de granules corticaux et la sortie de l'eau de la membrane plasmique qui va aboutir au décollement du chorion et par la suite la formation de l'espace périvitellin ou bien la membrane de fécondation entre la membrane plasmique et la zone pellucide. Alors cet espace périvitellin, il va empêcher, ou bien cette membrane de fécondation, elle va empêcher la polyspermie, c'est-à-dire la pénétration de plusieurs spermatozoïdes. Morphologiques apparaissent. Alors voilà ici, après fécondation, il va y avoir une orientation de l'œuf vers le bas. Alors là, le pôle animal il est en haut, le pôle végétatif il est en bas sous l'effet de la pesanteur, car la matière vitélique qui se trouve dans l'hémisphère végétatif, elle est lourde. Alors après fécondation, la membrane vitéline elle va s'éloigner de la membrane cytoplasmique pour former l'espace périvitellin qui se trouve ici. Cet espace périvitellin il va empêcher la polyspermie, la pénétration de plusieurs spermatozoïdes. Voilà, ça c'est l'espace périvitellin. Alors, tous les œufs sont orientés vers le bas, pôle animal vers le haut, pôle végétatif vers le bas. Le deuxième critère de fécondation, c'est la formation de croissants gris ou bien la rotation de symétrisation. Elle s'effectue 30 minutes après l'impact du spermatozoïde. Ce n'est pas une rotation de l'œuf, ce n'est pas l'œuf qui va subir une rotation, mais plutôt uniquement les pigments corticaux qui se trouvent au niveau de l'hémisphère animal, au niveau du cytoplasme, qui vont migrer vers le haut. Ça y est, dans 60% des cas, la bascule pigmentaire se fait vers le point d'impact du spermatozoïde, c'est-à-dire de ce point-là vers le point de l'impact du spermatozoïde, vers le haut. En même temps, la deuxième division méiotique reprend et le deuxième globule polaire est expulsé. La deuxième modification consiste en une Alors voilà, ça c'est le croissant gris qui est formé après fécondation. Alors, ça c'est le deuxième critère de fécondation, la formation du croissant gris. L'angle, il est à 42 degrés. Et ce croissant gris, il va nous permettre d'orienter l'animal. Alors, le côté dorsal, il est du côté du croissant gris, le côté ventral, il est du côté opposé. La tête en haut, c'est-à-dire au niveau du pôle animal, et la queue au niveau du pôle végétatif. Un déplacement du cytoplasme superficiel comprenant la couche pigmentaire s'effectue suivant un mouvement de bascule d'une ampleur d'environ 30 degrés jusqu'à 40 degrés autour d'un axe passant par le centre de l'œuf et orthogonal à un plan déterminé par l'axe pôle animal, pôle végétatif et la traînée spermatique. Le sens du déplacement est tel que le pigment descend vers le pôle végétatif du côté correspondant au point de pénétration du spermatozoïde et remonte vers le pôle animal du côté opposé. La zone de remontée a une forme de croissant de teinte grisâtre due à du pigment resté sur place, c'est le croissant gris
ou bien croissant dépigmenté. Cette rotation de symétrisation constitue un deuxième critère de La deuxième fécondation. modification consiste Maintenant, après fécondation et la formation du croissant gris, commence la segmentation. Le type de segmentation, il est total et inégal. Pourquoi inégal? Parce qu'il y a plus de matière vitéline dans le pôle végétatif. Cette matière vitéline va ralentir la segmentation. Alors, à la fin de la segmentation va donner naissance aux blastomères qui sont de grande taille au pôle végétatif, des macromères, et de petite taille au niveau du pôle animal, ce sont des micromères. Le développement s'effectue à l'intérieur de la membrane de fécondation jusqu'à l'éclosion. Elle varie avec les espèces. Elle dure chez les amphibiens 48 heures à 18 degrés Celsius. Le premier plan de clivage passe par le pôle végétatif et le pôle animal. Il est méridien. Dans 50% des cas, il passe par le plan de symétrie bilatérale. Le deuxième perpendiculaire au premier est aussi méridien. Le troisième, il est latitudinal, sus-équatorial, légèrement au-dessus de l'équateur à cause de la présence de réserves vétylines au niveau du pôle végétatif. Alors voilà la formation des micromères au niveau du pôle animal et des macromères au niveau du pôle végétatif. Et ça, c'est le blastula. Voilà, à l'intérieur duquel il va se développer un blastocèle ou bien une cavité. Alors la segmentation donne naissance à deux types de blastomères, les micromères, cellules de l'hémisphère animal, pauvres en matière vitéline plan de et se clivage se segmentent succède rapidement. plus rapidement. Les macromères, cellules de l'hémisphère végétatif, riches en vitellus et se segmentent plus difficilement. Au terme de la segmentation, on obtient une blastula dans lequel se creuse le blastocèle. Alors voilà, la dissection d'un blastula, il va nous montrer un blastocèle ou bien une cavité à l'intérieur. Voilà, celle-là c'est la cavité ou bien le blastocèle. L'aspect histologique, il est comme ça. Après segmentation, va se dérouler la gastrulation. C'est les débuts de la morphogénèse. Alors elle dure 24 heures à 18 degrés Celsius et donne naissance à trois feuilles embryonnaires, l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. Se produit différents mouvements morphogénétiques. Le premier mouvement, c'est l'invagination. Tout l'hémisphère végétatif rentre à l'intérieur de l'embryon. Le deuxième mouvement, c'est l'épibolie, recouvrement des cellules du pôle animal sur le pôle végétatif. Et l'élongation, la convergence, une série de cellules converge vers le blastopore. Et la divergence, une série de cellules divergent ou bien divergent à l'intérieur de l'embryon. Alors, l'initiation de la gastrulation se déroule au niveau de quelques macromères où certaines cellules s'invaginent et elles vont rentrer dans l'embryon, elles vont pénétrer à l'intérieur de l'embryon. Cette invagination se fait dans la région dorso-végétative, à l'endroit où le croissant dépigmenté est plus large. Voilà. Une petite dépression se met en place. Cette encoche se présente d'abord sous la forme d'un sillon horizontal, la lèvre blastoporale, qui évolue progressivement tandis que les tissus mésodermiques et endodermiques pénètrent dans la cavité de segmentation et forment une seconde cavité qui ici emboîte l'arcanthéron. La lèvre blastoporale s'incurve, se prolonge vers les lèvres latérales, puis se referme en un cercle avec l'apparition de la lèvre ventrale du blastopore, entourant le bouchon vitellin, constitué par des cellules endodermiques
corps visible à l'extérieur et dont le diamètre se réduit progressivement. Alors voilà, ça c'est le bouchon vitellin. Alors, la gastrulation, elle commence au niveau de l'encoche blastoporale. Les cellules du pôle végétatif vont s'invaginer à l'intérieur de l'embryon. Elles vont écraser le blastocèle et à la fin de la gastrulation, il va y avoir formation d'une deuxième cavité appelée l'archentéron. Alors, cette encoche blastoporale, elle va former par la suite le bouchon vitellin. À la fin de la gastrulation, il va y avoir formation d'un endoderme à l'intérieur de l'embryon. Il va y avoir formation de l'ectoderme, le feuillet le plus externe, et le mésoderme, le feuillet le moyen, qui se trouve entre l'endoderme et l'ectoderme. Et bien sûr, formation d'une nouvelle cavité qui est appelée l'archentéron. La formation et l'évolution du blastopore sont le résultat d'un mouvement combiné d'élongation et de recouvrement des tissus de l'hémisphère animal, l'épibolie, et de la disparition passive de cellules chargées en vitellus de l'hémisphère végétatif, invagination ou embolie. Les mouvements de l'hémisphère végétatif provoquent une modification du centre de gravité et un basculement de l'embryon sur la face ventrale. L'axe animal végétatif devient presque horizontal. L'interprétation des mouvements morphogénétiques lors de la gastrulation. Les tissus situés sous la limite de l'ectoderme vont passer à l'intérieur. Les mouvements sont complexes, on peut les décomposer comme suit. L'involution, qui correspond à un enroulement des tissus mésodermiques de la face marginale située au-dessus de la lèvre dorsale ou bien blastopore. C'est au cours de ce mouvement que les cellules acquièrent un pouvoir de migration. La migration active des cellules mésodermiques sur le toit du blastocèle s'avérant un phénomène clé de la gastrulation chez les urodèles. La convergence des tissus mésodermiques axiaux, des somites et des lames latérales vers les lèvres blastoporales dorsales et latérales où ils involuent. Alors l'aspect histologique de l'embryon après gastrulation, il est comme ça. Ça, c'est le bouchon vitellin. Ça, c'est l'endoderme. Ça, c'est le blastocèle qui est en cours d'écrasement. Ça, c'est l'archentéron. Et tout ça, c'est l'ectoderme. Alors, pour étudier les mouvements morphogénétiques qui se déroulent au cours de la gastrulation, les chercheurs ont marqué une zone de l'embryon, une zone externe de l'embryon, par un colorant vital. Alors, ce marquage à la fin de la gastrulation a abouti à l'apparition de la couleur à l'intérieur de l'embryon. La couleur, elle pénètre entièrement à l'intérieur de l'embryon. Voilà. L'extension et l'élongation. L'extension de l'ectoderme lui permet de recouvrir activement la totalité de l'embryon par épibolie. L'extension et l'élongation du mésoderme se poursuivent encore à l'intérieur après l'involution des tissus de l'hémisphère animal et la mise en place de l'axe antéro-postérieur. L'embolie ou bien invagination de la masse de l'endoderme, celle-ci est progressivement recouverte par les tissus ectodermiques. Il n'en restera transitoirement qu'une petite partie visible entourée par les lèvres blastoporales, c'est le bouchon vitellin.
Maintenant, après la gastrulation, il va se produire la neurulation. C'est la première étape de l'organogénèse durant laquelle le tube neural se met en place. Alors extérieurement, on note un allongement dans le sens antéro-postérieur et un aplatissement de l'embryon dans la région dorsale, marquant l'apparition de la plaque neurale en forme de raquette. Celle-ci se creuse d'une 22 heures environ. gouttière neurale, se referme d'abord au niveau médian, puis sur toute la largeur du germe, formant ainsi le tube nerveux. Alors voilà, ça c'est la plaque neurale sous forme d'une raquette. Elle va développer des bourrelets neuraux de part et d'autre de l'axe embryonnaire et ces bourrelets neuraux vont commencer à se souder. La soudure commence au niveau de la médiane de l'embryon et elle va se poursuivre du côté céphalique et du côté caudal. Voilà, ça c'est la plaque neurale. Elle va soulever les bourrelets neuraux. Ces bourrelets neuraux vont se souder. Et comme ça, voilà, comme ça se forme le tube neural. Voilà, ça c'est le cerveau, ça c'est la moelle épinière. Des épaississements latéraux dorsaux répétés au niveau du tronc sont la manifestation de la différenciation des somites. Des épaississements antérieurs et latéraux dans la région du cerveau marquent les ébauches des plaques sensorielles, cristallins, oreilles internes et des bourgeons branchiaux. Alors voilà, après formation de tube neural, il va apparaître les placodes sensoriels et les bourgeons bronchiaux et les somites. Alors ça, c'est le stade du bourgeon caudal. Voilà, toujours le développement s'effectue à l'intérieur de la membrane de fécondation. À la fin du développement, le tétard va sortir de cette membrane de fécondation, il va être libre dans son milieu. Différenciation du neuroectoderme. L'ectoderme dorsal, au contact étroit avec le mésoderme, se différencie en neuroectoderme sous l'influence inductrice de ce dernier. Les bords latéraux de l'aire aplatie de la plaque neurale forment les bourrelets médulaires. Leur partie la plus externe forme les crêtes neurales. La fusion des bourrelets dans le plan de symétrie de l'embryon isole un tube nerveux du restant de l'ectoderme. Celui-ci n'est pas alors constitué que par de l'épiderme qui recouvre la totalité de l'embryon et d'où s'isoleront plus tard des plaques sensorielles. Le tube nerveux est élargi vers l'avant en une vésicule céphalique, c'est le futur encéphale. Il est flanqué latéralement par les crêtes neurales. Alors voilà, ça c'est la plaque neurale qui va se soulever pour former des bourrelets neuraux. Ces bourrelets neuraux vont se souder pour donner naissance à un tube neural creux et il va y avoir ici isolement des crêtes neurales. L'évolution du mésoderme et de l'endoderme. Dans le mésoderme, les somites s'individualisent, leur nombre varie suivant l'espèce. Ce sont des masses de mésoderme pairs situées de part et d'autre de la corde qui est axiale. Ils forment une structure répétitive qui se différencie en arrière du niveau de la vésicule céphalique dans le sens antéro-postérieur. La corde s'isole en un cylindre de cellules turgescentes. Le mésoderme précordal s'étale sous la vésicule céphalique. Les lames latérales se creusent d'une cavité ou bien le célum, qui est à l'origine de la cavité générale. Cette formation est dite par schizocélie. Le feuillet externe est la somatopleure, le feuillet interne est la splanchnopleur. Entre les lames latérales et les somites, des zones d'étranglement constituent les pièces intermédiaires qui s'isoleront des somites
mais reste en communication avec la cavité coelomique. Comme les somites, elles se métamérisent et forment le gononéphrotum, à l'origine de l'appareil urogénital. L'endoderme achève son mouvement de fermeture dorsale, permettant ainsi la formation de tubes digestifs. Ce feuillet se trouve au contact direct avec l'ectoderme, aux emplacements de la future bouche et du futur anus. Voilà, ça c'est le tétard avant éclosion. Ce sont les yeux, le cerveau. Ici c'est la ventouse avec laquelle il va pomper des nutriments à partir du milieu aquatique après éclosion. Alors là, c'est le jeune tétard qui va se libérer de sa membrane de fécondation et se libérer pour se trouver dans le milieu aquatique. Voilà, il sort de sa membrane de fécondation ici et il va se trouver libre. Ces structures-là sont appelées les somites qui se trouvent de part et d'autre du tube neural. Alors, ça c'est l'embryon d'un amphibien, d'un xénope, observé au microscope électronique à balayage. Il est très clair. L'apparition des somites de part et d'autre du tube neural, avec les placotes sensoriels et cristallins, des bourgeons bronchiaux. Ici c'est la ventouse et là c'est la queue. Ça c'est l'encéphale et ça c'est la queue. Alors à la fin du développement, le jeune tétard va se libérer, il va se fixer à l'aide de sa ventouse sur les surfaces dans le milieu aquatique et il va commencer à pomper des nutriments. Ensuite, son développement se poursuit, il va subir une métamorphose, ses pattes vont se développer, voilà, il va développer des pattes et sa queue, elle va régresser pour à la fin de la métamorphose disparaisse. Et voilà, ça c'est un jeune xénope. Sa forme, elle est identique à un xénope adulte. Alors le développement d'un xénope, il est qualifié d'indirect car il passe par une étape de métamorphose. Alors, les deux gamètes vont s'unir par fécondation. Le fécondé il va commencer sa segmentation pour donner naissance à un blastula. Le blastula va subir des migrations cellulaires ou bien une gastrulation pour former un archanthéron et trois feuillets embryonnaires, l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme. Ensuite, après gastrulation, commence l'étape de la neurulation, qui est la formation de tube neural. Ensuite, commence l'organogénèse, la formation des organes. Tout d'abord, apparition des bourgeons d'organes, ensuite, des organes proprement dits. Le tétard, il va se libérer dans le milieu aquatique et il va subir une métamorphose pour donner une forme identique à la forme d'un xénope adulte. Et voilà, merci pour votre attention.